d'être venus à cette dernière séance du cycle Économie sociale et solidaire qui a commencé mi-mars. Alors, tout d'abord, on vous a distribué à l'entrée des fiches bilan. Merci de les remplir parce que c'est important pour nous, pour aussi le futur et surtout pour la future journée d'études. Ça va être un point d'appui pour notre future journée d'études qui aura lieu le 11 mai. Alors, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants, alors je ne suis plus là, mais en tout cas à l'ensemble des intervenants qui ont participé à ce cycle et qui ont contribué à ce cycle. Et donc merci madame pour votre venue aujourd'hui. Et aussi, je tiens à remercier le groupe de travail qui a participé, qui a élaboré ce cycle. Alors, c'est exceptionnel, mais voilà, on va les citer quand même. Il y a Muriel Tabarier, il y a Dominique Gentil, il y a monsieur Milo, Jean-Paul Milo, et il y a Frédéric Vuillot qui nous a aidés aussi sur ce cycle. Écoutez, bonne dernière séance et merci beaucoup. Merci. Merci Muriel, bonjour à toutes et à tous, et merci à tous les participants à l'organisation de l'Université populaire du 14e, parce que c'est un gros travail de logistique aussi, et voilà, donc merci à tous ceux qui bénévolement s'activent pour faire vivre cette association. Alors, est-ce que d'abord on peut faire un petit tour d'horizon pour savoir qui a participé à toutes les séances depuis le début? Voilà, donc ça c'est une indication pour Françoise Bernon qui nous a rejoints, parce que ça veut bien dire que tout le monde n'a pas assisté à toutes les séances, et c'est intéressant aussi de l'avoir en tête. Alors juste pour vous rappeler, la première séance, on avait reçu le professeur Henri Nogues, qui nous a parlé de l'histoire de l'économie sociale et solidaire depuis le 19e siècle, et donc des différents courants qui animent l'ESS. La deuxième séance, nous avions reçu le sociologue Jean-Pierre Worms, qui nous a parlé des valeurs de l'économie sociale et solidaire, en particulier en ce 21e siècle, dont il disait que ce monde était devenu très économique, plus assez social, plus assez démocratique, et donc voilà les notions autour desquelles on avait discuté. La troisième séance, c'était une table ronde, donc un format un peu différent, et je vous avais proposé de rencontrer 4 associations du 14e arrondissement, parce que l'idée c'était aussi de valoriser les acteurs de notre territoire, 4 associations qui investissent le champ économique. Donc on avait reçu Biocycle, la table des matières, la ressourcerie créative et le moulin à café. Et puis la 4e séance, c'était samedi dernier, c'était encore une table ronde et c'était axé sur l'entrepreneuriat social. Et donc là, c'est des entreprises, on n'était plus dans le monde associatif. On avait notamment écouté Bémoville et la coopérative Plateau Urbain. Et puis, à côté de ces 2 expériences d'entrepreneuriat, on avait le président du MOVE, le Mouvement des entrepreneurs sociaux, et on avait la responsable communication du Forum Convergence, qui travaille qui fait travailler ensemble autour des objectifs du développement durable, les associations, les ONG, les entreprises, et puis les pouvoirs publics. Voilà. Aujourd'hui, la séance va être un petit peu différente. C'est encore un autre format. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est « Est-ce que l'ESS est une économie de niche ou est-ce que c'est l'avenir des biens communs ?» Donc pour en parler avec nous, on reçoit Françoise Bernon, qui est déléguée générale du Labo de l'ESS. Le Labo de l'ESS, c'est une association d'intérêt général qui a été créée en 2010. Et c'est aussi, de par la nature des travaux que vous menez, un think tank, donc un espace de réflexion, de production de matière grise, autour du développement de l'économie sociale et solidaire. Ils éditent différentes publications que vous pouvez retrouver en ligne sur leur site internet. Ils proposent des événements grand public aussi. Et puis comme c'est une association, si tout ce que vous raconte Françoise vous intéresse, vous allez même pouvoir adhérer au labo de l'ESS, parce que c'est le principe des associations, bien sûr. Alors pourquoi le format de cette séance va être un petit peu différent? Parce que on s'est dit qu'on n'allait pas faire quelque chose de descendant, mais on va essayer de faire quelque chose d'interactif avec vous. Et on va aborder ensemble ce matin 4 thèmes. 4 thèmes pendant 20 minutes chacun. 10 minutes de présentation par Françoise, 10 minutes de questions-réponses avec vous, avant de passer au thème suivant. D'accord? Donc on va découper la séance en 4 morceaux. Le premier thème, ça va être la vision de l'ESS par le labo. Le deuxième, ce sera les nouvelles formes d'emploi. Ensuite, on parlera de la transition écologique. Et enfin, de la culture et de l'ESS. D'accord? Alors, Françoise,
Tiens, je te passe un micro, je l'allume. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que tu peux nous dire d'abord quelle est la vision de l'ESS selon le labo de l'ESS? Merci Frédéric, merci à vous d'être venu ce matin m'écouter. Je viens humblement après la liste des intervenants que tu as précisé tout de suite, vous parler de l'économie sociale et solidaire par le prisme de notre think tank. Donc l'économie sociale et solidaire, et pourquoi un think tank de l'ESS d'ailleurs, on me pose quelquefois la question. J'ai envie de dire pourquoi pas et pourquoi il n'y aurait que des think tanks d'une économie capitalistique. Ça manquait, pour montrer la singularité de l'économie sociale et solidaire, avec cette idée que l'économie sociale et solidaire, je vais dire rapide, c'est l'avenir de l'économie. On ne peut pas tout mondialiser, on ne peut pas tout capitaliser. L'économie a un sens premier. Et il faut être en capacité de répondre aux valeurs de cette idée d'échange finalement qui permettrait à chacun d'y retrouver son compte. Quand tu dis l'économie a un sens premier, quel est le sens premier de l'économie? L'économie, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire c'est un échange qui va permettre à chacun Et donc, nous pensons que l'économie sociale et solidaire, on le voit avec l'actualité d'ailleurs, c'est dommage, on en parle très peu, est très territorialisée, que cette économie finalement répond, innove tous les jours, depuis sa création, innove pour répondre aux problématiques des personnes, de l'écologie, de cité, voilà. Et finalement, cette économie qui a pour objet premier d'organiser une coopération, une mutualisation de moyens d'acteurs, que ce soit à travers des associations, des mutuelles, des coopératives, et maintenant les entrepreneurs sociaux le font, des fondations évidemment. Comment ces acteurs finalement répondent et innovent à ces problématiques. Et nous pensons au labo que malheureusement l'économie sociale et solidaire est perçue comme hétérogène. Ce sont des petites initiatives qui sont placées en France entière, micro, pour quelques-unes méso, mais qui ne sont pas perçues pour leur capacité transformatrice. On en fait souvent d'ailleurs dans du curatif, dans du subventionné, dans du... Donc il nous semblait très important de montrer que c'est une économie innovante, territoriale, qui répond à ces problématiques sociales, environnementales, et qu'elle innove et qu'elle est en capacité, si on l'analyse de façon transverse, c'est pour ça qu'on a choisi avec Frédéric de vous parler de thématiques, si on l'analyse de façon transverse, on en démontre sa force, on en démontre ses leviers. On démontre que ce qui se passe en PACA, ce qui se passe en Bretagne, ce qui se passe en Auvergne, ce qui se passe, finalement, vont ensemble, sont forts et sont en train de transformer l'économie du territoire. C'est pour ça que la façon dont nous travaillons au labo est une méthode bottom-up, comme on dit, ascendante, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas théoriser l'économie sociale et solidaire à travers des universitaires parisiens qui réfléchirait à des notes comme le font certains think tanks toutes les semaines, finalement sans les accompagner. Nous choisissons des thématiques, nous les accompagnons souvent pendant des années et nous partons de ce qui se passe sur le terrain pour l'étudier de façon collective avec ces acteurs de ces initiatives, avec aussi des universitaires, avec des collectivités, avec des directeurs et des financiers, et ce qui nous permet de faire comprendre finalement sur un certain nombre de thématiques comment on est en train de transformer et comment cette économie finalement a une force qu'il faut entendre, une force transformatrice et des réponses à des problématiques qui sont pour nous très très importantes. C'est vraiment une de vos caractéristiques, c'est ce temps long, parce que je me baladais encore hier sur le site du labo de l'ESS et je me disais, ah bon alors qu'est-ce qu'on va raconter par exemple sur l'emploi? Et je voyais que le livret sur l'emploi, il remonte à il y a quasiment 3 ans déjà. Et en fait, c'est une thématique que vous continuez de travailler, donc ça permet vraiment d'aller au fond des choses. Tu as abordé un petit peu la question de l'innovation sociale.
Et ce serait intéressant que tu nous donnes la définition de ce que c'est que l'innovation sociale, parce que c'est un grand mot qu'on utilise peut-être pas souvent, enfin qu'on entend régulièrement dans le débat. Et en réalité, c'est un mot qui ne parle pas forcément très concrètement. Il y a de l'innovation technologique, ça tout le monde comprend. L'innovation sociale, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'était important pour nous, alors c'était une bataille, de faire reconnaître l'innovation sociale. Cette idée d'innovation sociale qui sort de la technologie, mais qui ne n'empêche pas d'inclure une forme de technologie. Donc ça, c'est très important. On met des milliards et des milliards, voire on donne un temps long à la recherche d'innovation technologique. Par contre, dans le social, il faut avoir des réponses tout de suite, sans moyens et sans analyse sur l'impact. Donc ça, c'est très important. Donc l'innovation sociale, c'est cette capacité, je le disais tout à l'heure, de réinventer des solutions, à la fois, alors ça peut être technologique dans certains cas, organisationnelle, mais aussi concrète sur la réponse à des problématiques données. C'est-à-dire qu'on va sortir d'une organisation classique pour répondre. Par exemple, les pôles territoriaux de coopération économique, c'est quelque chose que nous avons conceptualisé, analysé à partir de coopération d'acteurs. C'est cette capacité qu'ont sur des territoires donnés des acteurs de travailler ensemble et de mutualiser leurs moyens pour répondre à des problématiques économiques, écologiques, etc. Par exemple, vous avez des pôles de coopération qui vont travailler sur la transition énergétique, des pôles de coopération qui vont travailler sur des réponses simplement dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de traiteurs, etc. Mais ils vont faire ça en le travaillant de façon collégiale avec un certain nombre d'acteurs. Je vais vous donner un exemple. On parle beaucoup en ce moment de la question de la mobilité. Et on aborde la question de la mobilité à travers le prix du gasoil. C'est une façon de voir le problème de la mobilité à travers la hausse ou pas du prix du gasoil. Donc suivant si le gasoil augmente ou pas, on va être capable d'être mobile ou pas. Bon. Il y a un PTCE qui s'appelle le PTCE, le pôle de mobilité du Havre, qui travaille la mobilité depuis des années, avec les collectivités territoriales, avec les associations, avec des universitaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont analysé tous les flux de mobilité dont avaient besoin les citoyens autour du Havre, les étudiants pour aller suivre les études, les jeunes travailleurs pour aller travailler, les mères de famille, pères de famille pour accompagner à la crèche, les seniors, etc. Et ils se sont dit comment on peut arriver à travailler non pas seulement le transport, la ville initialement avait un service des transports qui est devenu service de la mobilité d'ailleurs à cette occasion, mais travailler tout ce qui se passe sur le territoire pour répondre à ces questions de mobilité. Le covoiturage, l'association qui donne le permis, qui paye le permis, l'association qui prête des vélos, bon. Ça, c'est une innovation. C'est une façon de réfléchir autrement un problème. C'est pas de s'enfermer sur une question purement économique. C'est une façon de voir comment on peut répondre à une problématique souvent territoriale. Vous allez m'entendre parler de territoire tout le temps, finalement, avec les acteurs, avec les citoyens, avec les associations, mais aussi les collectivités, mais aussi les financeurs, mais aussi les universitaires, pour retravailler un sujet ensemble. Et un territoire, c'est pas forcément à l'échelle d'un département, ça peut être un quartier comme le quartier Pernetti ou Annay, ça peut être, enfin, il y a plein de formes de territoire, évidemment. Surtout, oui, ça c'est merci Frédéric de le dire parce que c'est une évidence pour nous, mais je ne le répète pas assez, le territoire n'est pas administré dans notre esprit, en aucun cas, jamais administré. Le territoire est lié au projet. Vous avez des territoires qui sont liés à un projet lié à une barre d'immeubles. Vous avez des projets qui vont être entre deux régions, qui vont être dans un pays, qui vont être dans un bassin d'emploi. Donc le territoire pour nous, c'est le territoire du projet. Le territoire d'ailleurs, comme le projet, peuvent s'élargir au fil de l'eau. Mais c'est important en effet de bien indiquer qu'il n'est pas administré. Et le projet, il est nécessairement commun.
Ce qui nous amène à la question des biens communs. Alors, les biens communs auxquels le labo de l'ESS est particulièrement attaché, quels sont-ils et pourquoi est-ce qu'il faut absolument les défendre? Alors, les biens communs, ça nous intéresse forcément, parce que même si on n'a pas fait construit à ce jour un chantier spécifique sur les biens communs, mais on suit de près la COP des communs là, qui a été développée avec le crédit coopératif. C'est intéressant parce qu'au cœur de tout ce que nous analysons finalement sur le territoire se retrouvent les citoyens. Et dans la définition des communs, finalement, les communs, c'est comment des citoyens vont être en capacité d'appréhender des biens matériels et immatériels pour s'investir dans la gouvernance de ces sujets et accompagner leur développement. Donc c'est très très important. Et on s'aperçoit que dans l'économie sociale et solidaire, à l'initiative, mais souvent dans la gouvernance et dans le développement, les citoyens ont une part très très importante, y compris sur la partie innovation. Donc en effet, l'aspect citoyen de la question des biens communs nous interpelle, nous intéresse fortement. En biens communs, on peut avoir l'air, l'eau, mais on peut avoir la participation démocratique. Il peut y avoir plein de choses dans les biens communs. Et en fait, les citoyens dont parle François, c'est vous. Du coup, quelle transition, il est temps de vous passer le micro. Donc je vous propose effectivement de commencer ce premier volet de questions-réponses avec Françoise Bernon sur cette thématique générale d'abord de l'économie sociale et solidaire, sur la conception qu'en a le labo de l'ESS, sur les biens communs si vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un a déjà une première question à poser? Dominique. Oui, est-ce que dans l'innovation sociale, vous vous intéressez à l'autogestion? Parce que ça a été un grand vide de notre cycle. Est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît? Dominique est donc un des co-organisateurs du cycle et il a dit qu'il y a une séance entière dédiée à l'autogestion et il s'accroche et il a raison. Non, parce que j'étais pendant 18 ans dans un bureau d'études associatif où on était en autogestion. L'autogestion, ça peut marcher. Et par exemple aussi les reprises d'entreprises quand elles font faillite par les salariés. Est-ce que vous vous intéressez beaucoup à ça? Question subsidiaire, quelles sont vos liaisons avec la revue RECMA, la revue des études coopératives, mutualistes, etc., que vous connaissez bien? Je vais travailler comme ça. Je connais déjà. Je ne sais pas si on va avoir la même définition de l'autogestion, mais le modèle économique de l'économie sociale et solidaire est forcément important. Alors on dit que le point faible de l'économie sociale et solidaire, c'est le capital, ce n'est pas une économie capitalistique. Donc, et on dit aussi souvent que l'économie sociale et solidaire a besoin d'avoir un financement, un modèle économique hybride, comme on dit. Hein, hybride, c'est-à-dire qu'on va à la fois avoir des produits de son activité, mais on va avoir aussi des subventions, on va avoir des dons, on va avoir un modèle économique. Donc c'est un sujet d'importance parce qu'on le voit sur un certain nombre de sujets qu'on a pu aborder. Je crois que était là Frédéric quand on a travaillé sur l'économie collaborative. Et un certain nombre d'acteurs nous ont dit mais nous on ne peut plus rester dans l'économie sociale et solidaire parce qu'on n'a pas les moyens de notre R&D et de notre développement. Donc on est obligé de faire appel à des capitaux extérieurs. Donc je fais le lien avec l'innovation sociale, donc c'est important d'avoir des flux financiers qui aillent vers ces initiatives. Et pour avoir des flux financiers qui aillent spécifiquement tracés vers ces initiatives, hein, comme on dit, on parle aujourd'hui de bien tracer les flux financiers de la transition énergétique vers ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'on ramasse de l'argent mais on aime bien savoir où elle va.
Les tracés, il fallait définir ce périmètre de l'économie sociale et solidaire, mais je ne vais peut-être pas y revenir, avec la loi relative à l'ESS de 2014, et avec cette définition de l'innovation sociale qui se trouve dans la loi. Et qui permettent finalement de dire qu'il existe une autre façon d'aborder la question économique. L'économie sociale et solidaire le fait, avec une gouvernance, avec un objet qui est quand même important, c'est-à-dire de réinvestir le profit au sein de ces structures, hein, et non pas le répartir à des porteurs de parts. Vous voyez, c'est tellement pas mon sujet, donc les actionnaires extérieurs qui finalement profiteraient du développement des structures. Voilà. Donc tout ça est important. Alors, sur les coopératives récupérées, ça fait partie aussi de la loi relative à l'ESS de 2014, c'était porté par Benoît Hamon très très fortement. C'était quasiment une des critiques principales qui avait été soulevée par le MEDEF à l'époque, quand il avait proposé. Ils n'ont pas vu le reste, mais ils ont vu ça. Avec une crainte, parce qu'il y a des centaines de milliers d'entreprises, de TPE, PME, je pense que vous le savez, qui finalement ne vont pas retrouver, pas être en capacité de poursuivre, puisque personne ne les récupérera au moment du départ. Et donc cette proposition de que les salariés puissent récupérer sous forme coopérative finalement le fonds de commerce et qui dirige ces entreprises a été plus que vilipendé par le MEDEF, qui considérait que c'était intrusif dans la gestion. Nous, on pense que c'est une très très bonne solution, il faudrait le développer. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... J'entends que finalement la réponse autour de l'autogestion, elle tourne chez toi autour de la capacité d'investissement qui est nécessaire. Et je ne sais pas du coup, Dominique, comment tu entends cette réponse. Est-ce que l'autogestion ne serait bien applicable que pour des petites structures et qu'à partir d'un certain degré de besoin d'investissement, l'autogestion ne fonctionne plus? Enfin, je ne sais pas. Peut-être tu peux dire ce que tu penses. Nous, on était un bureau d'études, donc on vendait les prestations. On était une quarantaine. Et je crois que pour qu'il y ait une autogestion, il faut qu'il y ait des gens qui ont un projet commun et qui soient à peu près d'accord sur l'essentiel. Et est-ce que tu trouves que le modèle coopératif est très proche de ton modèle d'autogestion? Le modèle coopératif, il y en a qui sont très loin d'autogestion. Hein. Donc, j'ai travaillé aussi au Crédit Coopératif, c'était mon premier poste. Alors d'autres... Ah voilà, il y a 3 mains qui se lèvent, alors on va prendre les 3 questions d'un coup. Donnez juste votre prénom pour que François sache qui vous êtes. Mon prénom est Frédéric. Il y en a 2. Oui, vous avez cité la coopérative du commun développée par le Crédit Coopératif. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Ensuite, la question que je voudrais vous poser, c'est par rapport à la loi de 2014, quelles sont les lignes de progrès que vous attendriez de la part du législateur, ou bien ces progrès passent-ils uniquement, à votre sens, par des initiatives citoyennes qui n'ont pas besoin d'un cadre de référence législatif? Merci à vous. Alors, la question suivante, vous aviez une question? C'est une grosse question. Danielle Léon, directrice de l'atelier du verbe rue Gassigny, donc, par rapport à l'autogestion, j'ai envie de développer la question en vous demandant ce que vous en pensez. Par rapport à ce que ce serait 3 conditions de base pour qu'une entreprise soit considérée comme dans ce thème, hein, l'économie sociale et solidaire. Le premier critère serait que chacun travaille selon ses capacités, qu'on fasse appel aux capacités de chacun, hein, qu'on n'emploie pas pour qu'il ait un salaire, mais on emploie quelqu'un parce qu'il sait faire ça et que ça complète ce que les autres savent faire, etc.
Une deuxième condition, et là on va plus aller, c'est lié à l'idée de l'autogestion. Qui a créé le concept d'autogestion? Je ne sais pas si c'est créé de toutes pièces. Est-ce que c'est pas libre? Donc est-ce qu'on n'a pas un exemple par excellence pour se représenter ce que ce serait l'autogestion? Donc le deuxième, donc le premier critère que je viens de dire, chacun selon ses capacités, il était bien mis en compte par eux. Et le deuxième c'est que tout le monde décide. Mais ça ne veut pas dire tout le monde décider et tout n'importe comment. On s'organise pour que ça soit une gestion en commun, quoi, autogestion. Et le troisième critère, qui est le fameux territoire, c'est que l'entreprise, son but et son objet, ça soit lié au territoire où elle est, c'est-à-dire à la terre, que ce soit même en ville, hein, comme on y est fait ce territoire, et aux habitants. Et que la chose qu'on veut y faire, eh bien, ça soit lié à des besoins des habitants. Voilà. Donc je voudrais vous demander si vous êtes d'accord avec le fait que ces trois critères sont essentiels, si j'ai rien oublié, le dire à votre manière peut-être aussi. Hein. Et je rajoute un truc d'importance, mais je vais le dire court, c'est que pensez-vous de Notre-Dame-des-Landes, que je connais bien parce que j'ai été filmée là-bas au mi-janvier, sur le fonds de dotation qu'ils ont créé pour que les terres n'appartiennent pas, n'aient pas de propriétaire, mais que ça soit légué aux personnes au fameux droit d'usage, hein, aux personnes qui je ne sais pas si j'ai dit le bon mot, que ça soit la terre, elle est pour celui qui y travaille et qui construit sa maison en fonction du travail qu'il va y faire, etc. Mais ce n'est pas des propriétés, puis après on fait fructifier, etc. Voilà. Merci Daniel. Alors je propose juste, je vais vous passer le micro, je propose juste, si Françoise le souhaite, que la partie emploi, on l'aborde dans notre thématique emploi qui vient juste après, et éventuellement Notre-Dame-des-Landes, si tu veux, je ne sais pas si c'est dans la transition écologique ou si tu veux y répondre tout de suite, oui. je te laisse voir. Et puis, juste dernière question. Marie-Paul, j'arrive en fin de cycle, si je puis dire, j'ai démarré le cycle sur l'économie sociale et solidaire, et je me pose cette question que j'ai glanée comme ça au fil du temps, depuis ça remonte à une trentaine d'années, l'économie, enfin, je sais pas. Je me disais, deuxième, voilà, je suis présente là. Et je me disais, est-ce que c'est un modèle contre-culturel? Enfin, est-ce que c'est un modèle en réaction à la globalisation, qui ne date pas de 50 ans en effet, à un mouvement mondialiste? Enfin, est-ce que c'est une réaction à ça? Est-ce que c'est une manière de... Enfin, on parle beaucoup aujourd'hui d'économie locale. Est-ce que c'est... Enfin, locale, effectivement, ça peut commencer au niveau d'un immeuble. Hein. Et est-ce que c'est ça l'idée? Et bon, voilà. Est-ce que c'est ça l'idée? Voilà. Merci. Merci pour vos trois questions. Alors, Françoise, on commence par quoi? Merci pour vos questions. Juste très rapidement sur la COP des communs par le critique coopératif. En fait, ils veulent creuser la question, tout simplement, hein, puisque ça a été remis au bout du jour, la question des communs, au moment des subprimes, c'est quelque chose qui date depuis très longtemps, mais ils se sont dit, il faut arriver à travailler ça plus sérieusement, on va parler des communs comme ça en l'air, parce que finalement, quand on dit à comment il s'appelait, le président de Suède, je crois, on lui dit, mais l'eau c'est un commun, et donc il faudrait que tout le monde puisse avoir de l'eau, quelle que soit sa situation et autres. Et il répond, oui, mais qui paye les tuyaux, qui paye la gestion de l'eau, qui paye tout ça. Donc il y a quand même des questions de fond quand on parle de commun. Voilà. Donc cette COP des communs travaille spécifiquement sur cet objet. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Et à votre connaissance, ils ont une définition des communs, oui, large, conforme à votre philosophie, ou bien une définition restrictive? Non, je suis allée la chercher, puisque je savais qu'on allait borderer, puis je suis allée la chercher chez eux, la définition. Et ils disent qui désignent des ressources matérielles et ou immatérielles, à la fois partagées et gouvernées par les citoyens, qui ont par rapport à ces ressources des droits et des obligations. Et ils ajoutent l'implication citoyenne et l'autonomisation en capacitation sont au cœur de cette notion. Donc voilà, donc,
il travaille vraiment sur une définition qui était très large, qui nous intéresse forcément beaucoup. Après, sur la loi 2014, puisque vous avez posé la question, la loi 2014, qui a été dite loi inclusive, rapproche l'économie sociale, c'est-à-dire ceux qui ont des statuts, à l'économie solidaire, c'est-à-dire les entrepreneurs sociaux tels que vous les avez reçus avec le l'IS. Il faut savoir qu'il y a une bagarre, parce que l'économie sociale et solidaire, les premières structures, elles remontent au XIIIe siècle, aux fruitières, vous voyez. Mais par contre, il y a 30 ans, et c'est là où vous aviez raison sur une date, est née l'économie solidaire. Les entrepreneurs sociaux, une autre façon d'aborder l'économie, tout en ayant un statut commercial, SARL, etc. C'est-à-dire que c'est tout nouveau l'économie solidaire, alors que l'économie sociale existe depuis des siècles. Des siècles. Et quand je dis ça, il y en a certains qui connaissent encore moins le sujet, qui me disent non, tu remontes pas assez loin, il y a eu même avant. Donc l'idée de monter des coopérations d'acteurs, des coopératives, de travailler, ça remonte à très très loin. L'économie capitalistique, telle qu'on la vit aujourd'hui, est plus jeune que l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale, pardon. Et donc la loi relative à l'économie sociale et solidaire, elle a rapproché le tout, elle a défini un périmètre de l'économie sociale et solidaire pour dire maintenant l'économie sociale et solidaire c'est ça, a des valeurs, c'est une autre façon d'aborder l'économie, donc c'est très important. C'est une gouvernance démocratique, c'est l'idée que le profit est fait pour être partagé, c'est l'idée de mettre des réserves, alors les écarts de salaire, on n'a pas tout gagné, mais enfin bon, on va continuer à y travailler. Ben, voilà, c'est une façon d'aborder l'économie. Après est arrivée l'innovation sociale, après arrivent les pôles de coopération économique, après arrive la gestion des assurances, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la gestion des assurances et la question des subventions, les coopératives à leurs besoins, les mutuelles aussi. Donc la loi, finalement, 97 articles, je peux vous dire, beaucoup de pays européens aimeraient bien l'avoir, définit un certain nombre de choses qui permettent d'encadrer, d'améliorer, d'organiser l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, alors que vous dire, cette loi, il la fallait, on l'avait réclamée lorsqu'on avait monté les états généraux de l'économie sociale et solidaire en 2011. On l'avait réclamé, on avait réclamé un ministre, on avait réclamé une loi. On a tout eu. Comme quoi les états généraux, ça peut être utile. Donc on a fait des cahiers d'espérance, pas de doléances, des cahiers d'espérance. Et on a eu Benoît Hamon qui a été le ministre de l'économie sociale et solidaire, on l'oublie quelquefois. On a eu cette loi qui a été co-construite avec l'ensemble des acteurs, elle est inclusive, et on a été installé à Bercy. On avait dit qu'il faut être reconnu comme une vraie économie, donc le ministre est à Bercy. Donc, maintenant on est au ministère du Développement durable depuis l'eau. Et on a un haut commissaire. On ne peut pas dire que ça s'améliore en termes de poids ministériel, mais les acteurs par contre se sont plus organisés. C'est vraiment une étape très importante. Très importante cette loi. Oui, tout à fait. L'institutionnalisation. Tout à fait. Cette loi. Alors je ne sais pas si je me lance dans l'emploi ou tout de suite. Ou... Avant l'emploi, dans les 3 points de Daniel. On vous a demandé si ça suffisait, le monsieur vous a demandé, est-ce qu'il faut plus de législation? Oui. Il ne vous a pas demandé seulement est-ce qu'il y a une législation ensemble, il vous a demandé est-ce qu'il faut plus? Oui, vous êtes satisfait comme ça? Non, mais bien sûr. Finalement. Ah non, Est-ce qu'il faut par plus contre, d'intervention de oui, l'État? vous avez raison, vous avez raison. Bien ça. Sur tous les sujets que nous traitons, nous proposons, non pas de légiférer, puisque ce n'est pas seulement le point, mais aussi de légiférer dans certains cas. Sur toutes les propositions que nous portons. C'est-à-dire que quand on parle de l'innovation sociale et quand on demande d'avoir des lignes financières, on propose que ce soit quand on travaille sur la transition énergétique là actuellement, il y a quand même des législations qui est en train de... On va demander de légiférer. On passe notre temps maintenant à légiférer sur un certain nombre de thématiques, mais après on va demander à légiférer sur les questions de la transition énergétique, on va demander à légiférer sur les questions de l'alimentation durable, sujet important sur lequel nous travaillons actuellement, on va demander, mais pas... Après les coopératives, je vous l'ai indiqué, chaque statut finalement a des besoins. Par exemple, le CICE, quand ça a été lancé,
ils ont juste oublié l'ESS. Bon. On dit toutes les entreprises y ont droit, mais pas l'ESS. Donc voilà, il a fallu travailler à ce qu'on l'obtienne, enfin, etc., etc. Donc on légifère tout le temps finalement. Hein. C'est un début, une loi c'est un début, c'est pas. Le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est un allègement de charges. Non, c'est un crédit d'impôt. C'est un allègement de charges, c'est un crédit d'impôt pour toutes les entreprises employeurs. On passe, je vous propose de passer au deuxième thème qui est celui de l'emploi. Du coup, donc on a une charnière avec la question de Daniel, qui ne va pas tarder à le trouver. Bon bah voilà, oui, c'est vrai que quand on travaille dans le secteur de l'économie sociale et solidaire ou quand on est employeur dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, on ne réfléchit pas de la même façon que quand on travaille dans une entreprise capitaliste. Quels sont les marqueurs importants dans un monde d'ailleurs qui est très marqué par les mutations de l'emploi, par la hausse de la précarité, par les contrats courts, par l'auto-entrepreneuriat. Quels sont les grands marqueurs de l'emploi que vous observez au labo de l'ESS et sur lesquels il vous semble important de défendre un certain nombre de positions? Alors déjà, on a posé, bon ça c'est un sujet que vous nous demandez d'aborder depuis très longtemps, l'emploi. Mais mettre le doigt sur la question de l'emploi, c'est compliqué. Donc il faut le savoir parce qu'après on pouvait partir dans tous les sens. Première chose, de quoi parle-t-on? Nous n'avons pas parlé du travail, de la mère de famille qui accompagne ses enfants, du père de famille d'ailleurs parce que je ne peux pas... nous n'avons pas parlé de l'activité de la personne qui va suivre des cours de peinture ou de soudure ou je ne sais quoi. Nous avons travaillé sur la question de l'emploi. La question de l'emploi, c'est il y a derrière une notion de contrat. Quand il y a emploi, il y a contrat. Pour nous. Donc ça c'est très important parce que les uns partaient sur le problème du travail. Et dans la question de l'emploi, il y a la question du travail que contient l'emploi. Et donc, est-ce que c'est un travail de qualité? Et donc c'est comme ça qu'on abordait l'emploi. Et on a analysé, alors on a travaillé sur deux choses. D'abord, on a défini ce qui était pour nous un emploi de qualité. Et l'emploi de qualité, pour nous, a 4 critères. Le premier, vous l'avez compris, c'est d'avoir un contrat. Le deuxième, c'est d'avoir une protection. Le troisième, c'est d'avoir un collectif de travail. Je vais revenir sur ces 4 critères. Et le quatrième, c'est qu'il y ait un sens qui soit donné au travail que l'on fait. Pour nous, un emploi de qualité, c'est un emploi qui répond à ces 4 critères. Donc ça, c'était très important. Et après, on s'est dit, mais finalement, était autour de la table un certain nombre d'acteurs, comment l'économie sociale et solidaire répond à ça. Et on était en pleine actualité, on a beaucoup parlé d'Uber, à un moment, on continue aussi. Enfin, il y a eu un moment avec la grève des chauffeurs, avec ça. Et donc la question était, est-ce qu'on est en capacité de répondre, comment on réagit face à ça? Alors, l'économie sociale et solidaire a créé les entreprises d'insertion. Les entreprises, il y a 30 ans. Les entreprises d'insertion, c'était de se dire, on ne peut pas assister des personnes continuellement en leur disant, voilà, on vous verse une allocation, mais trouvez un emploi parce qu'on ne va pas pouvoir la verser longtemps. Et en sachant que ces personnes-là auraient beaucoup de mal à trouver un emploi, il faut les accompagner vers l'emploi. Donc on a créé des entreprises qui, avec des contrats aidés, ont accompagné. J'ai personnellement dirigé 13 ans une imprimerie qui était une entreprise d'insertion. Il y a des associations intermédiaires, il y a des chantiers écoles, il y a des régies de quartier, enfin on pourra revenir à ça. Bon. L'idée derrière ce type d'entreprise qui ont été créées par l'ESS, c'est de dire, on pose un contrat, on donne du sens à ce que l'on fait, puisque la personne, elle est là pour reprendre un travail, c'est limité à 200 ans, tous ces contrats. Elle reprend un travail pour construire son projet professionnel, il y a une notion de collectif, elle n'est pas isolée, on ne dit pas aller chercher du travail, donc on l'accompagne sur le travail, il y a du sens évidemment. Donc voilà,
C'est la façon dont l'économie sociale et solidaire a trouvé et a innové et a trouvé des solutions pour répondre aux problèmes des personnes exclues du travail. On a créé les CAE, les coopératives d'activité et d'emploi. Les coopératives d'activité et d'emploi, ce sont des structures qui s'organisent, des personnes qui s'organisent en coopérative, parce qu'elles veulent créer leur propre job, leur propre structure. Mais on sait que l'auto-entrepreneur, il est isolé, il n'a pas de statut, il ne cotise pas, et puis souvent il travaille beaucoup pour ne pas gagner grand-chose. Donc ces coopératives d'activité et d'emploi, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont créé le contrat d'entrepreneur salarié. Ils sont en contrat dans la coopérative, c'est-à-dire qu'ils mutualisent les moyens de la coopérative, ils sont en contrat. Elle a créé cette notion collective. Elle a créé le fait de protéger la protection de la personne puisqu'il va cotiser, et évidemment le sens qui est donné à tout ça. Pour information, en ce moment est étudié au Sénat un article de loi, vous voyez qu'on travaille sur les articles continuellement, un article de loi pour voir comment les CAE pourraient répondre à la problématique des salariés d'Uber. Encore une fois, l'économie sociale et solidaire innove, cherche des solutions et apporte des solutions. Et il est possible que ces CAE, finalement, permettent de répondre à cette problématique des salariés d'Uber. Je ne sais pas quel sera le résultat, mais je sais qu'il y a un amendement qui a été lancé dans ce sens. On s'est intéressé aux tiers-lieux. Les personnes qui sont isolées, qui veulent chercher un emploi, qui veulent créer leur structure et autres, elles n'ont pas simplement besoin de mutualiser des lieux où elles vont aller de temps en temps louer un bureau dans un coin anonyme et changer de bureau à chaque fois et comme ça se fait de temps en temps pour pouvoir rentabiliser finalement des lieux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des tiers-lieux qui sont organisés pour répondre à une dynamique territoriale, à ces personnes qui recherchent un emploi, qui ont besoin de liens sociaux, qui ont besoin d'avoir des organisations comme ce matin de réunions pour avoir de l'information. Ça ne répond pas à la question du contrat, le tiers-lieu, ça ne répond pas à toutes les trucs, mais ça nous a intéressés. On s'est intéressé au groupement d'employeurs, toujours. L'économie sociale et solidaire, les groupements d'employeurs et les GEC, qu'est-ce qu'ils font? Les GEC font en sorte que des personnes qui travailleraient uniquement ou des employeurs qui ont besoin de personnes, par exemple un comptable, toute association n'a pas besoin d'un comptable à temps plein au sein de sa structure. Mais en groupant ces employeurs, une même personne pourra avoir un temps plein en tant que comptable en ayant 3 ou 4 employeurs. Mais pas de façon où elle sera incapable de gérer finalement les choses, c'est géré par le groupement d'employeurs, le GEC, c'est géré pour que la personne puisse travailler de façon organisée, et un contrat, et un temps plein si elle le souhaite, en même temps si elle le souhaite, puisque ça commence à répondre à votre question, est-ce qu'on fait les choses autant souhaité, et donc voilà. Donc ce qui nous intéresse finalement dans toutes ces initiatives, et les GEC, la différence entre les groupements d'employeurs et les GEC, c'est que les GEC font exactement la même chose, mais pour des personnes en insertion, c'est-à-dire des personnes qui recherchent un travail, mais qui ont besoin d'être accompagnées pour le faire. Donc on le voit finalement, l'économie sociale, encore une fois, a cherché pour différents types de situations d'emploi à répondre à cette question de l'emploi de qualité qui, pour nous, a un certain nombre de critères, le contrat, la protection, le sens et la coopération, un collectif qui soit organisé. Avec ces coopératives d'activité et d'emploi, est-ce qu'on est dans la même réflexion que celle sur le partage du temps de travail? Parce que je sais que vous avez aussi travaillé là-dessus, sur le partage du temps de travail. Est-ce que quand on travaille pour 4 employeurs différents au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi, est-ce qu'on est dans une logique de partage du temps de travail donc oui ou non? Et est-ce que l'économie sociale et solidaire en tant que telle a un regard particulier sur le partage du temps de travail? Est-ce qu'il faut... On travaille aujourd'hui à 35 heures, parfois plus.
Est-ce que une dynamique d'aller vers les 32 heures est quelque chose qui intéresse l'économie sociale et solidaire? Et si oui, pourquoi? Voilà, quel est le positionnement du labo de l'ESS sur ces questions? Alors, Pardon, j'ai toujours pas sur les questions du temps de travail, tu l'auras compris, on a travaillé plus avec les groupements d'employeurs et les GEC qu'avec les CAE, même si tu as raison, ça fait partie. Avec les CAE, on a travaillé beaucoup plus l'aspect de coopération, de mutualisation de moyens, donc, qui nous intéressait. Donc oui, être capable de sécuriser en quelque sorte le fait que quelqu'un ait plusieurs employeurs, c'est très important. Donc, comment on organise cette sécurisation des choses, donc ça c'est quelque chose qui est important. Après, quand on parle du sens et de l'emploi de qualité, ce qui nous intéresse dans l'emploi, c'est plus ça que le temps de travail. Quand on parle avec les jeunes aujourd'hui, à la limite ils se foutent des horaires. D'ailleurs, moi, je n'ai pas d'horaire au labo. Ils viennent, quand ils arrivent, oui, parce qu'ils arrivent au labo. C'est pas... Vous en avez beaucoup qui vont travailler des heures sur des projets parce qu'ils sont passionnés par ça, mais finalement, si on les encadre uniquement à travers des horaires, c'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est le sens. Qu'est-ce qu'on leur demande de faire? Quels sont les objectifs qu'on leur donne? Et quels moyens on leur donne pour atteindre ces objectifs? Donc, je ne suis pas certaine qu'aborder la question du travail... Je ne dis pas que ce n'est pas important, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tout le monde travaille demain avec 45, 50 ans, ce n'est pas du tout mon propos. Ce que je veux dire, c'est que... Sur les femmes pour s'occuper des enfants. Voilà, non, mais si elle n'a pas d'horaire... Non, mais si... Elle est belle, hein. Non, alors pas du tout. Moi, je ne suis pas en train de dire, je me suis reprise tout à l'heure en disant c'est les femmes ou les hommes, donc je ne suis pas en train de dire ça. Je parle des jeunes. Les jeunes que j'ai moi au labo, mais on pourra aborder votre sujet, hein, j'ai pas bien compris le sujet au labo, c'est quand on travaille avec les jeunes, c'est qu'est-ce que vous nous demandez de faire, pourquoi on va le faire, et je dirais que le problème des grands groupes qui sont en train de travailler sur l'entreprise à mission pour aborder cette question si ça vous intéresse, le problème des grands groupes, c'est de redonner du sens aux jeunes. Parce qu'ils les encadrent, les font pointer, les machins et tout ça, mais les jeunes ne veulent pas de ça. Ils préfèrent aller travailler dans des start-up, même si ils vont travailler beaucoup, jour et nuit, machin, tout ça, mais ils veulent du sens à ce qu'ils font. J'ai encore une autre question à te poser avant de vous passer le micro. Je te disais que la semaine dernière, Jonathan Jérémias, le président du MOVE, avait dit que pour soutenir le développement de l'entrepreneuriat social, il serait une bonne chose de baisser davantage les cotisations sociales sur le travail. Et donc Jean-Paul Milot, qui n'a pas pu venir ce matin, disait « Ah oui, mais attention, parce que les cotisations sociales, on y attache évidemment des droits, et c'est un élément constitutif du contrat de travail. » Est-ce que le labo de l'ESS a une position sur cette question des baisses de cotisations sociales sur lequel travaille d'arrache-pied le gouvernement, parce que dès que... voilà, il n'arrête pas d'essayer de réduire toutes les charges qui peuvent peser sur les entreprises. Oui, mais là, je veux dire... Enfin bon, j'adore... Enfin, on se connaît bien, mais c'est pas mon... Enfin, c'est le sujet du MEDEF aussi, les cotisations sociales. Enfin, je veux dire, c'est un sujet d'entrepreneurs et autres. C'est pas mon sujet. Moi, je travaille sur la singularité, ce qu'apporte l'économie sociale et solidaire, l'économie et comment on aborde l'économie. Après, derrière, les entrepreneurs sociaux disent nous, sur la petite ligne là, dépassez-nous. C'est pas. Enfin, non, mais c'est pas du tout une question piège, c'est juste pour savoir. Non, mais je veux dire, je comprends, mais le MEDEF travaille la même chose, donc c'est quelque chose, j'allais dire, d'anodin. Moi, je m'intéresse au singulier, si je puis me permettre. Donc, voilà, moi, quand je dirigeais une entreprise, en effet, il y avait eu la question de l'entreprise d'insertion, il y avait eu la question du droit commun ou pas droit commun. Parce qu'à l'époque, les entreprises d'insertion bénéficiaient de charges moindres et avaient été soutenues d'un côté par les affaires sociales et par l'emploi. C'est-à-dire qu'il y avait deux lignes de financement, et à chaque fois qu'il y avait des changements de charges nationales, il fallait que nous redéfendre derrière la façon dont on était traité. Moi, j'avais, personnellement, je faisais partie du bureau de la Fédération nationale des entreprises d'insertion, j'avais prêché pour que les entreprises d'insertion rentrent dans le droit commun. Et on l'a fait. Ben après, on était quand même plus simple, c'était quand même plus simple, c'est-à-dire que si les charges baissaient, elles baissaient, si elles baissaient pour tout le monde, y compris pour nous, on n'avait pas besoin de se défendre, et puis si elles augmentaient, on assumait comme tout le monde. Donc,
voilà mon avis sur le sujet. Ce qui m'intéresse dans les entrepreneurs sociaux, c'est pas tellement qu'ils aient des charges qui baissent ou pas, pardon, hein, mais ce qui m'intéresse dans les entrepreneurs sociaux, c'est quand même la dynamique de ces jeunes qui s'intéressent à l'économie sociale et solidaire. Et ces jeunes qui ont des cités, qui sont très... Moi, j'adore aller travailler avec le Louvès. On est en train de travailler les universités d'été. C'est passionnant parce qu'on voit, ils sont souvent sortis de grandes écoles, de commerce, ils ont fait tout et puis ils ont choisi, ils se disent, mais c'est ça qui est l'avenir est là. C'est pas... On dit qu'un étudiant sur 2 en école de commerce veut aller travailler dans l'entrepreneuriat social. Alors, des questions parmi vous. Donc Jean-Louis d'abord. Oui, je vais le rôle du pessimiste. Par l'emploi, moi j'entends chômage d'abord. Et depuis 30 ans, on fait ça, on fait ci, tout ça est très passionnant et intéressant. Mais ça me paraît extrêmement limité. Et je me demande si vous en avez conscience par moment. C'est-à-dire que depuis 30 ans, le chômage n'a pas baissé. Peut-être qu'il a augmenté, il a baissé infiniment. Hein. Franchement, hein, il a baissé. De combien? De 10% à 8%. Oui, bon. C'est infime. Il est quand même là, massivement, et on discute sur les statistiques du chômage. Donc, parce que ces statistiques, elles ne sont pas du tout les mêmes maintenant qu'il y a 30 ans pour la comptabilité. Donc, je vais au bout de mon raisonnement. Je maintiens que l'efficacité, niveau fondamental, sur le chômage de l'ESS est faible. Je ne dis pas que ce ne soit pas un modèle, comme l'a dit un peu le deuxième intervenant de cette séance, qui a dit l'ESS c'est très bien, j'en ai été un des fondateurs presque, hein, Worms. Mais c'est plus la question. Hein, c'est plus la question, c'est un peu ce qu'il a dit. La question centrale, elle est ailleurs, elle est dans des transformations profondes de notre système. Et donc voilà, moi, ma question, elle est là. Alors, oui, tout ceci est extrêmement positif, y compris d'ailleurs l'entrepreneuriat social, me semble très, très positif en soi, mais est-ce que ça suffit? C'est-à-dire, est-ce que c'est la question essentielle? Voilà, je ne médiore rien de l'économie sociale solidaire, quels que soient ses aspects, tout en sachant que ce n'est pas nouveau, hein, ce qu'on a quand même vu. Déjà en 1900, je le rappelle, hein, il y avait en France 50 000 entreprises qui se revendiquaient d'être de l'économie sociale, et il y avait un pavillon entier avec des milliers de représentants de mutuelles, de coopératives, etc., en 1900, à côté de la Tour Eiffel. Voilà, hein, et qui disaient un peu la même chose. Donc, voilà, ma question, elle est là. Comment vous vous situez là-dessus? Est-ce qu'à un certain moment, ce qui est positif ne deviendrait pas illusoire, donc négatif, en amenant les gens sur un terrain, voilà, j'exprime un peu force et le trait, mais parce que je pense que c'est quand même important. Merci Jean-Louis. Une deuxième question. Moi, je voudrais vous poser une question sur deux notions. La notion de tiers-lieu. Je la trouve a priori très intéressante parce qu'elle peut se décliner dans presque tous les domaines de la vie sociale. Est-ce que c'est le lieu intermédiaire entre le lieu de travail et le domicile, c'est-à-dire la solitude? Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est que cette notion de tiers-lieu? Et puis ma deuxième question, c'est la question de la rémunération. Parce que vous affirmez la primauté du sens, donc c'est le contraire du slogan selon lequel, lorsqu'on est dans un travail aliénant, aliéné par le travail, eh bien on gagne sa vie, mais on perd le sens de sa vie. Donc c'est très bien cette primauté du sens, mais qu'en est-il de la rémunération qui permet le pouvoir d'achat? Merci. Et troisième question. Alors j'en avais eu, enfin,
Oui, dans le travail de qualité, vous avez mis 4 points. Ce qu'il ne faudrait pas quand même penser à l'idée de la productivité. Parce que tout ça, c'est un travail, c'est le travailleur et le résultat de son travail. Ce n'est pas que les droits du travailleur. Et la deuxième chose, c'est à propos du chômage, donc j'y avais pas pensé, mais maintenant je fais mon petit commentaire, c'est que le chômage en France, on a une certaine structure, c'est pour ça qu'on a un chômage élevé, et que dans d'autres pays européens, il y a un chômage beaucoup moins élevé parce qu'ils ont des structures différentes. Alors que pour la question du chômage, peut-être qu'il faudrait étudier les autres systèmes et voir si on peut changer notre système. Voilà. Merci à vous. On va déjà répondre à ces premières questions-là, qui sont pas simples. Quand le SS n'a pas forcément vocation toute seule à éradiquer le chômage. J'ai bien fait de vous dire au départ que je viens très humblement devant vous, donc gardez ça en tête. Hein. Le SS, ça représente 10% de l'emploi en France. C'est pas les 10% de l'emploi qu'on résout le problème du chômage, des acteurs de l'emploi qu'on résout le problème. Je ne suis pas sûre que ça réponde totalement à votre question, mais quand on représente que 10% et que les autres c'est 90%, je peux en dire pas. Donc on a quand même, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on a une marge de manœuvre importante pour pouvoir développer les choses et puis et faire valoir notre approche de l'emploi. Comme je dis ça, si vous avez sur des territoires en déshérence, ça peut monter à 30, 40%. C'est-à-dire que ceux qui cherchent une rentabilité uniquement dans l'emploi, ils ne vont pas s'installer dans ces coins en difficulté. C'est l'économie sociale et solidaire qui maintient encore l'emploi. Voilà. Donc oui, l'économie sociale n'a pas réussi à résoudre le problème du chômage. Voilà. Et si on représente toujours que 10%, on ne résoudra pas le problème du chômage. Donc on a du boulot à faire pour représenter plus. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que il y a un Big Bang demain et que l'économie sociale et solidaire va remplacer l'économie capitalistique. Je ne crois pas. Donc voilà, il faut infuser. Il faut être en capacité d'expliquer pourquoi c'est important. Il faut avoir des soutiens pour pouvoir se développer. Mais il y a une économie capitalistique mondialisée qui a quand même une influence extrêmement importante sur l'économie. Donc voilà, hein, c'est pas... on est plus actuellement en train de travailler à travers les pôles de coopération et d'autres choses. On est en plus en train de travailler le décloisonnement entre l'économie sociale sur les territoires, le décloisonnement entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les acteurs de l'économie capitalistique. C'est-à-dire voir comment on peut développer dans les pôles de coopération. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on va développer des activités en coopérant avec l'ensemble des acteurs, et donc de l'emploi, et donc je peux que vous dire, oui, voilà, on n'a pas... et pendant les dernières années, il n'y avait plus qu'une économie, c'était l'économie capitalistique. On n'entendait plus parler de l'économie sociale et solidaire, même si vous avez raison, il y a des photos d'ailleurs, le Tour Eiffel, quand on va au musée social, on les retrouve. On voit l'économie sociale à l'époque qui mettait en avant ce qu'elle était en capacité de faire. Voilà. Deuxième chose, sur les tiers-lieux. Les tiers-lieux, la définition des tiers-lieux, nous, c'est pas un lieu où on va avoir des tables comme ça, où chacun va venir, et puis il pourra utiliser le lieu pour y faire ce qu'il va faire, et donc, quand il est entre deux, et ça existe, hein, il y a des structures qui louent finalement des bureaux, pour dire, ben voilà, vous n'êtes plus obligé d'aller au travail, vous pouvez venir dans ce bureau, il y a même des entreprises qui font des trucs où on peut venir prendre un bureau, brancher son ordinateur, travailler. Pour nous, un tiers-lieu, c'est un lieu de vie. C'est pas ça, hein, c'est pas alors on gagne moins d'argent hein, quand on le fait comme ça, mais c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie où des personnes très différentes vont se rencontrer. Il y a des tiers-lieux où vous avez des structures, parce qu'on va parler des circuits courts tout à l'heure, qui travaillent dans le coin, qui vont pouvoir vendre, présenter ce qu'elles font. Voilà. Vous avez des réunions
réflexion, d'informations qui sont données sur comment développer son business, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le territoire, enfin tout. C'est un lieu de vie. Et pour nous, c'est très important le tiers-lieu parce que ça a une agilité, on peut choisir des thématiques, vous avez des tiers-lieux uniquement dans le domaine de la communication, par exemple. Et donc, ce sont des acteurs de la communication qui vont se retrouver, échanger et autres. C'est un acteur de la communication qui est responsable de la gestion de ce tiers-lieu. Alors ça dépend, parce que, voilà, tout à fait, non mais vous avez raison, souvent c'est une association, des acteurs se sont réunis, un petit peu comme vous avez fait, merci Frédéric, vous m'avez fait, hein, comment ça se passe il y a une association, on organise les choses, il y en a qui prennent la responsabilité, il y a un trésorier, il faut trouver les locaux, donc ça démarre petit, il y a des tiers-lieux qui... Après, la question de la rémunération, c'est très important et je dirais même que c'est quelque chose sur lequel il y a des batailles dans l'économie sociale et solidaire. Comme il y a des batailles sur la question des statuts. Le statut n'est pas vertu, disent certains. Et d'autres disent, mais les entrepreneurs sociaux, à monter leur boîte très commerciale sans être protégés par les statuts, ils vont dénaturer ce que l'on veut faire. Et au milieu de tout ça, il y a la question des salaires. Comment on peut être dans l'économie sociale et solidaire quand vous avez des banques coopératives où les directeurs ont des salaires qui sont proches d'une économie capitalistique. Le MOVE, par exemple, Jonathan... C'est un sujet qu'adorent les gens dans cette salle. Non, voilà. J'imagine que Jonathan a dû en parler. Il prône le fait qu'on revienne à 20 ou à 30, qu'il y ait un écart de salaire et tout, il les défend. Nous, là-bas, on est assez pour, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir travailler cette question des écarts de salaire. Enfin, c'est quand même aberrant. Je suis sûr qu'on trouvera des directeurs de grands groupes, même s'ils ne sont payés que 200 000 ou 300 000 euros par an. Je mets plein de guillemets dans ce que je veux dire, plutôt que 1 million. Enfin, donc voilà, il y a la question des rémunérations. C'est vous qui l'avez posé, je ne sais plus si vous l'avez posé. C'est vous qui l'avez posé, pardon. La question des rémunérations, c'est quelque chose de touchy dans l'économie sociale et solidaire. Ça fait bataille. Certains disent ceux qui ne sont pas capables de gérer, donc c'est pas une question de statut, ceux qui ne sont pas capables de prouver, d'être en capacité de limiter les salaires, ne font plus partie des... On doit les éjecter, même si c'est une coopérative. Voilà. Donc, vous avez dit à un moment qu'il y avait la problématique de rentrer dans le droit commun. Et dès qu'on rentre dans le droit commun... C'était pour les charges, ça. Hein. C'était pour les charges. C'est-à-dire que dans les entreprises d'insertion, vous aviez des charges qui étaient amoindries, comme des contrats aidés qui étaient amoindris. Et là, on apprenait le fait de rentrer dans le droit commun. C'était pas du tout par rapport à la rémunération, pour payer le même taux de charge que n'importe quel TPE-PME. C'était pas la même chose. Alors après, vous avez posé la question de la productivité, madame. Bien sûr, hein. C'est important. Enfin, je veux dire, c'est important. Et je pense même. On ne fait pas partie de vos 4 points. Non, parce qu'on est sur l'emploi de qualité. Si on répond à ça, il y aura de la productivité. La conséquence pour nous, c'est la productivité. Mais pas nécessairement. C'est-à-dire que si on commence par la productivité... On ne commence pas par la productivité. On la met comme un des points. Et pas en commençant par un. Voilà, donc c'est pas notre théorie. Hein. Donc notre théorie, c'est de dire une personne qui se trouve dans un emploi de qualité tel qu'on a, c'est-à-dire qu'elle sera, elle aura un contrat, elle sera protégée, elle aura du sens qui sera donné, elle sera productive. Non, pas nécessairement. Parce qu'on est tous des humains différents, on a tous un système différent, et c'est pour ça que vous avez ces personnes dont vous parlez qui ne sont pas productives et possibilité de les éjecter. Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc en fait, c'est bien ça. Il faut bien le regarder en face. On ne peut pas dire que... vous aviez parlé tout à l'heure du fait que on peut être, à propos des salaires, etc. Si quelqu'un au top
ne produit pas, ne fait pas ce qu'il faut, on voit pas ça. Je sais pas si c'est exactement ça. Ce qui faisait bataille, ceux qui ne sont pas capables d'accepter la limitation des salaires, on doit les exiger. C'est une autre question. Attendez, parce que. Voilà. Parce que, non, mais je vais réexpliquer parce que peut-être qu'on s'est mal compris. Quand on parlait de l'écart de rémunération, je disais que dans l'économie sociale et solidaire, vous avez compris, il y a des structures à statut, des coopératives, des associations, des mutuelles, des fondations, et il y a des entrepreneurs sociaux, et que certains prônent le fait qu'une entreprise, pas une personne, une entreprise qui ne répondrait pas à cet écart de salaire devrait sortir du périmètre de l'économie sociale et solidaire défini dans la loi. Je suis pas en train de dire des GT. Jamais je n'oserais dire une chose pareille. Moi, je m'occupe tous les jours du fait qu'on puisse justement remettre à l'emploi des personnes. C'est pas du tout ça. Sur la productivité, je pense que c'est une question d'importance pour n'importe quelle entreprise, y compris associations, y compris autres. La façon dont on abordait la question de l'emploi, ça n'a pas été sur la question de la productivité, ça a été sur l'environnement incontournable pour pouvoir avoir un emploi de qualité. Oui, et nous pensons que si nous avons cet environnement-là, une personne qui obtient ces 4 critères, elle va forcément, alors en découle une productivité meilleure, une capacité à évoluer dans l'entreprise, etc. Il y a beaucoup de choses. Je peux vous donner un exemple très précis. Le moulin à café, donc, qui est juste à côté. L'entrée dans le modèle économique du moulin à café, c'est pas la productivité. On va pas faire le plus de repas possible aux salariés pour servir le maximum de productivité. Ça, c'est de la quantitativité, c'est pas pareil. On est très proche. Donc en fait, quand on est dans une association qui a un modèle économique, on fait bien une activité économique pour faire rentrer de l'argent, et il faut au moins que ce soit rentable, il ne faut pas qu'on soit en perte, parce que sinon le projet il ferme. Une fois qu'on a posé ça, après l'idée c'est de poursuivre un objet social, donc c'est l'économie sociale et solidaire, donc là on a un objet de solidarité avec les gens du quartier, et bien sûr si les salariés sont contents, bien traités, si le cadre de travail est agréable, si les usagers sont satisfaits de venir là, si l'ambiance est bonne, ils vont probablement devenir un peu plus productifs, et tant mieux. Mais c'est sûr que ce n'est pas la porte d'entrée d'un projet comme le Moulin à Café, comme dans beaucoup de projets d'économie sociale et solidaire. J'arrête le sujet là parce que le temps passe. Il faut qu'on passe au sujet suivant qui est celui de la transition écologique. Alors c'est intéressant Françoise parce que tu disais tout à l'heure, à un moment l'ESS était rattaché à Bercy. Maintenant elle est rattachée au ministère de la transition écologique et solidaire ou du développement durable. Et forcément ça pose les choses un petit peu différemment, mais vous avez beaucoup travaillé au labo de l'ESS et sur la transition agricole et sur la transition énergétique qui sont des compétences pleines et entières du ministère de la transition écologique. Donc je veux bien que tu nous racontes un petit peu comment vous travaillez là-dessus. Alors d'abord, nous sommes maintenant rattachés au ministère de l'écologie, donc de la solidarité, à la demande de Nicolas Hulot, et qui a souhaité ajouter et de la solidarité pour que l'ESS soit dans son panel. Alors dès le départ, nous, on ne pensait pas forcément que ce soit une heureuse idée parce qu'on quittait Bercy, et je maintiens qu'il faut aborder l'économie sociale et solidaire par son approche économique singulière. En même temps, c'est forcément intéressant pour nous d'être attachés à un ministère qui s'intéresse à la question écologique, puisque, vous l'avez compris, sur nombreux sujets abordés par les acteurs de l'économie sociale et solidaire, il y a l'humain, on vient d'en parler, mais aussi l'environnement, c'est-à-dire cette capacité à répondre aux questions environnementales. Donc nous sommes le S de ce ministère et solidaire. Et on aimerait travailler plus avec ceux qui travaillent sur l'écologie dans ce ministère, parce qu'on a l'impression que le SS est un peu à part. Est-ce que ce ne serait pas encore pire à Bercy? Vous seriez un petit grain de sable? Oui, mais on les embêtait, un grain de sable, ça peut beaucoup gêner. donc voilà, quand on y était, on était aussi un grain de sable, mais on les a un petit peu chatouillés.
Donc voilà, mais on préférait aussi travailler avec une autre qui connaisse le sujet que travailler avec d'autres qui ne sont pas forcément intéressés par le sujet. On aurait été plus un grain de sable, les grains de sable auraient été même écrasés. Donc voilà, faut prendre ce que l'on a. C'était juste pour l'anecdote que je disais, c'est pas très grave. Ce qui est important pour nous, c'est ce que font les acteurs finalement. On le sait tous, les politiques ne font que suivre. Hein. Donc si on est fort, ils suivront. Donc ce qui est important, c'est ce qu'on fait. Mais justement, les politiques suivent Bercy. Est-ce que c'est pas quand même en doutant de l'activité Bercy? C'est ça, je viens de dire. Voilà, mais maintenant c'est comme ça. Parce qu'en écologie et l'écolo, il est parti parce qu'il a donc les moyens. Donc vous êtes quand même dans une position pas facile. Voilà, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Non, mais maintenant, je peux pas. C'est un combat, le SES. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Hein. Je pense que c'était pas une très bonne idée. On l'a dit dès le départ. Maintenant, on y est. Donc voilà, on va essayer de retourner à Bercy puis qu'ils entendent la chose. Parce que c'est là où ça se décide. C'est là où ça se décide. Puis c'est là où c'est le plus transverse. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi. Ce message-là, moi je l'entends chez plein d'acteurs de l'ESS. Ouais. Le mouvement des entrepreneurs sociaux dit pareil, l'UDES dit pareil. Il y a plein d'acteurs de l'ESS qui disent mais rattachez-nous à Bercy. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc on y arrivera peut-être, mais enfin il n'empêche qu'on soit on bouge plus, soit on agit. Et je pense que ce sont les acteurs qui font la politique, ce ne sont pas les politiques. Donc les politiques ne font que... Quand vous avez des leviers de force, ils sont obligés finalement d'agir. Quand on crée, c'est Michel Delvoye que j'aime beaucoup, qui s'intéresse beaucoup à Jean-Paul Delvoye, on en parle beaucoup en ce moment pour les retraites. Vous avez peut-être il y a aussi des hauts commissaires, mais aux retraites en ce moment. Mais il connaît bien l'économie sociale et solidaire. Il était venu quand on avait fait les états généraux, etc. Et Jean-Paul Delvoye dit une innovation sociale, c'est une désobéissance qui est réussie. Et j'aime beaucoup sa définition. C'est qu'en effet, il faut continuer à désobéir pour réussir. Donc voilà, continuons à innover, continuons à avancer. Et sur la transition énergétique, on s'y est intéressé parce que nous sommes persuadés que la question territoriale, encore une fois, et citoyenne, est primordiale. On ne peut pas comprendre la transition énergétique si on ne la voit pas au niveau du territoire. Et ça, c'est pour nous incontournable. Et il y a plusieurs sujets dans la transition énergétique, énergétique, je dis bien, pas écologique pour l'instant. Donc énergétique, il y a plusieurs sujets qui nous intéressent dans la transition énergétique. Le premier, c'est évidemment comment produire sur son territoire plus d'énergie. Donc ça a été notre premier chantier. Le deuxième chantier, c'est la question de la sobriété. Parce qu'on ne le dit pas assez souvent, la principale, 80% de la transition énergétique, c'est la sobriété. C'est-à-dire ce qu'on ne dépense pas, ce qui est en creux, donc c'est pour ça qu'on en parle très peu. Et là, nous allons travailler sur la question de l'autoconsommation, qui est une question particulière dans la transition énergétique, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de producteurs particuliers ou des immeubles qui s'organisent et autres, et comment on organise, puisque les relations et avec Enedis et avec d'autres sont un peu compliquées par cette autoconsommation. Donc cette transition énergétique pour nous est très importante, et on voit comment les acteurs de l'économie sociale et solidaire, encore une fois, ont travaillé. Enercop, dont on parle, c'est une coopérative. Aujourd'hui, Suez nous dit faire de l'électricité verte, enfin tout le monde fait de l'électricité verte, se disant, qui a commencé ça? C'est Enercop. Et maintenant, Enercop, tout le monde va les récupérer d'ailleurs. Hein. Ils sont pas tous aussi verts les uns que les autres. Hein, ils ne sont pas tous aussi verts les uns que les autres. C'est ça, pour ça qu'ils soient mis en vert. Donc EDF aussi se met à l'électricité verte. Mais qui a dit qu'il faut faire de l'électricité verte? C'est Enercop. C'est une coopérative qui vient de monter la RAFA, qui développe, mais qui se développe de façon considérable. Hein, et qui a travaillé, y compris les outils financiers, pour pouvoir développer cette énergie propre. Hein. Et chez Enercop, comme dans le travail que vous avez mené, il y a une dimension que
je pense que tu pourrais développer davantage, c'est la capacité de chacun d'agir. Parce que vous avez appelé votre plan de bataille la transition énergétique et citoyenne. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on peut agir en la matière. Ça m'intéresse. Encore une fois, c'est jamais de la théorie. Hein. Au labo, quand on aborde des questions, c'est parce qu'on est allé analyser les exemples qui nous ont montré que c'était en capacité de faire. Quand à Figeac, dans le pays de Figeac, ils ont monté un PTCE d'ailleurs, les agriculteurs ont dit il faut qu'on puisse gérer notre énergie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté des coopératives de photovoltaïques pour pouvoir travailler ça. Et travailler ça sérieusement, on voit qui produit, qui va entretenir, donc ils ont monté une coopérative. Ils sont autonomes. Chaque agriculteur aujourd'hui gagne un SMIC grâce à cette énergie propre. Ils tenaient à l'avoir propre. Voilà, ça nous a intéressés. Quand dans le pays de Vilaine, des citoyens avec la collectivité et des agriculteurs disent il faudrait qu'on puisse avoir nos propres éoliennes. Alors je sais que c'est beaucoup décrié en ce moment par certains, mais il y en a qui l'ont demandé, qui ont voulu avoir et ils ont autonomisé. Quand dans certaines villes, le maire, avec d'autres, vont organiser la méthanisation avec les agriculteurs, pour pouvoir chauffer l'école, la mairie, avoir un truc, ça coûte moins cher à tout. Ça nous intéresse. Donc voilà. Donc le citoyen peut s'investir dans ces mouvements, peut abonder financièrement, puisque la plupart de ces projets, finalement, ont été financés par des acteurs citoyens, et peut développer, je dirais, et son interconnaissance et la compréhension de ça. L'un de vos slogans, d'ailleurs, c'était la transition énergétique, c'est nous. Je me souviens de ce slogan. Alors, des petites questions de votre part sur la transition énergétique ou écologique. Alors, c'est Énergie-Cop, c'est ça le... Énergie. Je les ai appelés, j'habite dans le 14e, au citoyen lambda, et je leur ai demandé pour si j'allais à votre truc, est-ce que je donnerais de l'énergie propre? Non. Alors moi je paierais plus parce que c'est plus cher hein, que l'électricité, que l'EDF, et je n'aurais pas en plus de l'énergie propre. Voilà. Je dis ça simplement au niveau de la réception. C'est possible qu'au niveau du grand scale des choses, ils fassent des progrès, mais au niveau de la personne qui veut... voilà. Vous êtes sûr que vous avez appelé les bons? Ah oui, je suis sûre que j'ai appelé. Je vois très bien la question. Je sais très bien. Est-ce que je peux répondre tout de suite? Parce que vous abordez une question qui est très importante dans la question énergétique. L'énergie est distribuée par un seul acteur qui s'appelle Enedis. Donc l'action que nous menons avec Enercop et avec d'autres, c'est que dans les tuyaux rentre de plus en plus d'énergie propre. C'est-à-dire qu'avant il y avait du 100% nucléaire, hein. Je la fais simple, hein. Et maintenant petit à petit on grignote pour que dans ces tuyaux rentre. Donc la personne qui vous a répondu a dû vous dire ce qui sort du tuyau qui vient chez vous. On ne peut pas vous dire dans les tuyaux, je ne peux pas vous dire que de l'éolienne, on va aborder l'autoproduction après, hein. Donc ça c'est autre chose, là ils sont sûrs. Mais vous qui êtes en ville, dans les tuyaux qui arrivent chez Enedis, qui récupèrent ce qui vient de l'éolienne, ce qui récupère de la terre, ils vont dispatcher tout ça, ils ne peuvent pas vous dire ça, il y a un petit tuyau spécifique qui va directement dans votre appartement. Donc c'est normal qu'ils vous aient répondu ça. Mais en plus, il y a un transport de l'énergie. Donc c'est ce dont je viens de vous parler. Moi je suis trop loin de l'énergie propre pour avoir de l'énergie propre. Voilà. Exactement. Donc l'autoconsommation, si vous pouvez l'avoir, si vous rentrez dans le cadre de quelque chose que nous allons analyser, que nous sommes en train de travailler, c'est l'autoconsommation. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des immeubles, des particuliers qui vont dire « je produis ma propre énergie sur mon toit ». Et j'utilise, alors là j'ai mon propre tuyau interne, j'utilise cette énergie dans mon immeuble. Mais attention, l'énergie circule tout le temps. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution de stockage. Le jour où on aura la solution de stockage, ce sera simple. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Donc on est obligé
Quand on produit trop, on est obligé de vendre à l'extérieur, voilà, ou à un pays étranger, etc. Donc vous, si vous auto-produisez, c'est pour ça que là, je n'ai pas encore les solutions puisqu'on est en train de le travailler. Si vous auto-produisez vous allez être obligé d'en vendre, si vous en avez trop, d'en faire ressortir, et à partir du moment où vous êtes avec les autres, vous êtes en relation avec Enedis, les tuyaux c'est Enedis, ancienne RDF, et qui va contractualiser avec vous ça. Donc c'est pas un sujet simple, l'énergie. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est la sobriété. Parce que si on protège votre appartement, si vous allez consommer moins. Donc si vous consommez moins, vous rentrez dans la transition énergétique sans avoir même vous ne consommerez plus, vous serez bougie, mais la question de la sobriété nous intéresse pour ça aussi. Alors on peut prendre une autre série de questions qui souhaitent s'interroger. Françoise, plutôt. Du point de vue de l'action pour l'économie solidaire, dans un milieu très urbanisé, tel que par exemple le 14e, nous essayons, dans une commission de climat du conseil de quartier, de réfléchir à tout ce qu'on peut faire pour la transition énergétique. Donc, vous venez de dire que du point de vue de la distribution de l'énergie, au fond, l'action est quand même difficile à Paris. Parce que... France entière, c'est pas Paris. Ben, les tuyaux d'Enedis, France entière, récupèrent de l'énergie et le redistribue. Mais non. Moi, je ne suis pas d'accord parce que... Oui, mais vous avez... Pardon. Vous avez cité... Vous avez cité le cas d'agriculteurs, et je ne sais pas, en vous écoutant, il me semblait que dès lors qu'ils étaient volontaires et engagés et prêts à faire un effort dans ce sens, il y avait plus de possibilités d'action que... Bon, voilà. C'est ce que j'appelle c'est le sens. Donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme moyen d'action dans un milieu urbain, et il faut agir, bien entendu, j'imagine, sur les mentalités. Merci. On va prendre une autre question, s'il y en a encore. Mais c'est vrai que, juste une anecdote, moi j'ai un enfant il y a quelques années qui m'avait demandé « Mais on pourrait mettre une éolienne sur notre balcon, là, ici ?» Et, bah, en fait, non. Donc, c'est vrai que ça pose des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Françoise Bernon? Ouais. Je vais juste faire une petite remarque sur Enercop et ce problème en fait. Enfin, Enercop, il cherche à développer les énergies renouvelables. Donc, en fait, si on achète chez Enercop, eh ben, ils vont pouvoir contractualiser avec des gens qui développent les énergies renouvelables. Donc, les énergies renouvelables se développent, quoi. Donc, même si ce qu'on achète comme électricité, finalement, c'est juste des électrons qui traversent des fils, hein, eh ben, on aura quand même augmenté la production d'énergie renouvelable malgré tout. Donc en fait, ça a quand même un impact, même si voilà, même si c'est pas l'électron qu'on achète, l'électron qui serait entre guillemets produit par des énergies renouvelables. Ensuite, en fait, moi j'avais une question plus générale, parce qu'en fait, bon, c'est pareil que tout à l'heure. C'est pas la responsabilité de l'ESS pour le chômage. On va dire, c'est pas pareil, ça va pas être la responsabilité de l'ESS pour la transition écologique et agricole, énergétique, voilà. Mais en fait, du coup, je voudrais poser la question, qu'est-ce que pense l'ESS de l'autre économie? Parce que là, on est situé en parallèle. Et en parallèle, on n'est pas complètement en parallèle, puisqu'il y a des recherches de coopération, j'ai compris, etc. Mais il y a quand même une remise en question forte de l'autre économie. Et vous avez commencé votre exposé en disant l'économie capitaliste telle qu'on l'a, elle ne peut pas durer, donc il faut la changer, etc.
Donc comment l'ESS prévoit la révolution économique, quoi, voilà, et sociale. Nous avons 4 heures. Alors, encore une question, Dominique? Oui, je reviens un peu en arrière et un peu général. Vous dites toujours que, effectivement, l'économie sociale et solidaire fait à peu près 10% de salariés. Mais dans l'économie sociale et solidaire, il y a des grosses institutions comme le Crédit Agricole, des choses comme ça, et qui n'appliquent en rien, qui est un modèle plutôt répulsif que... Et est-ce que justement le fait que les grosses institutions de l'économie sociale et solidaire sont répulsives ne freine pas le fait que l'économie sociale et solidaire va progresser? Merci pour vos questions. On commence par la transition énergétique, oui. On termine par ça. Oui. Pourquoi je réagissais, comme vous avez dit, et particulièrement dans Paris, quand vous avez dit, vous avez réagi à mes propos en disant, mais vous dites que ça part dans les tuyaux et qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans notre appartement, et particulièrement dans Paris. Donc je réagis en disant, pas et particulièrement en Paris, France entière. Ce qui va dans les tuyaux, c'est France entière comme ça. Que les choses soient claires. Donc il ne faut pas dire voilà. Par contre, ce que vous venez de dire est extrêmement important. Plus on financera des entreprises qui vont permettre de développer l'énergie propre, plus il y en aura, et moins il y aura de nucléaire à développer. Donc ça, c'est l'objet. C'est pas de l'avoir le tuyau qui vient de chez soi. Ensuite, une autre chose qui est un autre sujet, c'est l'autoproduction d'énergie, où là on gère son propre tuyau, mais attention, c'est compliqué, puisqu'encore une fois, vous ne pouvez pas dire je fais un truc et l'énergie circule. Donc vous êtes obligé de toute façon de l'organiser avec les tuyaux extérieurs. Mais vous pouvez en effet, ça se fait de plus en plus, mais là encore une fois, j'entame le chantier, je ne peux pas vous en dire plus, mais ça nous intéresse beaucoup de voir qu'il y a de plus en plus d'initiatives qu'on va collectionner pour voir le type d'initiative, d'autoproducteurs qui, dans leur immeuble, dans leur appartement, vont autoproduire ces choses. Donc il ne faut pas confondre les deux choses. Donc après, moi, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais sinon, vous pouvez travailler quand même sur la partie sobriété, à minima. Si vous obtenez, si vous n'arrivez pas, parce qu'on ne peut pas mettre une éolienne n'importe où, et là vous avez raison, en ville c'est quand même plus compliqué que les campagnes. Mais la méthanisation, quand même, il faut quand même un certain nombre de déchets pour arriver à avoir la méthanisation. Donc il faut un sujet, encore une fois, 80% de la transition énergétique, c'est la sobriété, on ne consomme pas. Donc moi je vous invite vraiment à travailler sur cette partie-là. Mais qu'est-ce qu'on entend par sobriété? C'est-à-dire une régulation, une croissance? On évite de gaspiller, on isole son logement. C'est ça, on éteint la lumière, on ne consomme pas du superflu. C'est-à-dire que voilà, on est attentif aux besoins. On ne consomme pas. On ne surconsomme pas. Non, on diminue, on ne surconsomme pas si vous voulez. Oui. On diminue sa consommation. D'accord, parce qu'au lieu par exemple, que tout l'appartement soit éclairé alors qu'on ne plus qu'une pièce, on va fermer l'électricité. Voilà. C'est de la sobriété. D'accord. C'est logique avec la poche. C'est logique, mais tout le monde ne le fait pas, loin de là. Et vous avez des appartements, des maisons, c'est des passoires. Faut savoir. Alors après, vous dites, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, ce qu'on a fait, infuse. Pourquoi tout d'un coup, toutes les entreprises se mettent à l'énergie verte, récupèrent les ingénieurs qui ont travaillé avec nous, on infuse, qu'est-ce qu'on peut faire alors? On ne peut pas passer comme ça, mais on gagne du terrain. Petit à petit, on gagne du terrain, c'est comme ça qu'on gagne les batailles finalement. Donc voilà, on continue à infuser, on continue à faire la démonstration par la preuve. Faire la démonstration par la preuve que c'est possible. C'est pas de la théorie ce dont on parle. On a les exemples, on sait que ça marche, on a les taux de rentabilité. Donc ça, c'est très important. Après, je ne sais plus, il y avait le crédit agricole. Alors, le crédit agricole, j'y ai droit à toutes mes interventions. Toutes. J'étais avant-hier
à la mutualité Saint-Christophe, faisait une formation auprès des nouveaux salariés sur le SL. J'ai eu 3 au Crédit Agricole. J'étais le mois dernier, j'ai eu 3 au Crédit Agricole. Bon, vous avez raison. Hein, pour le siège national, hein, les régions du Crédit Agricole, c'est un peu moins pire. Ils ont même été obligés de financer les bêtises du siège. Non, mais c'est-à-dire, si vous voulez, moi je veux bien synthétiser l'ESS au mauvais, ce qu'on réussit en dénaturant en quelque sorte, et l'écart des salaires dont on parlait, ça en fait partie, etc., etc. Il y a du boulot aussi auprès d'eux. Ce qui m'intéresse, et il y a un autre adage qui m'intéresse beaucoup, qu'on dit souvent, c'est on n'entend pas l'herbe qui pousse, on entend les arbres tomber, mais pas la forêt qui pousse. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui pousse, mais qui ne fait pas de bruit. Les grands qui tombent, on dit un tel, le gros, il tombe et tout. Bon, t'as fait plein de bruit, tout le monde en parle, et avec toute cette herbe qui pousse, ça, c'est ce qui nous intéresse là-bas. Et c'est ça qui fera les arbres demain. Donc le Crédit Agricole fait pousser l'herbe. Comment? Le Crédit Agricole fait pousser l'herbe. Mais non, justement. Non, je suis en train de dire l'inverse. C'est un grand arbre qui peut tomber. Je vous propose de passer au 4e thème, parce que le temps avance, qui est celui de la culture. Françoise, c'est pas forcément évident comme lien de se dire la culture c'est de l'économie sociale et solidaire, et en réalité, parce que vous avez travaillé le sujet et que j'ai regardé ce que vous aviez fait, eh ben, le lien il est presque naturel, mais on a beaucoup de monsieur Jourdain dans la culture qui font de l'ESS sans le savoir. Et donc je veux bien que tu me parles un petit peu de ce secteur culturel qui participe de la transition de la société. Alors je vais... Il y a une phrase que j'ai lue la semaine dernière. Il y a un courrier interne que Christian Sauter, que certains connaissent peut-être ici. Chaque semaine, il envoie une lettre à ses amis, c'est-à-dire c'est une analyse des lectures qu'il a eues. Il lit énormément, donc une analyse du temps. Et dans la dernière, il parlait de la culture. Et il y a une phrase qui m'a frappé dans sa lettre. Il dit la puissance n'est pas que militaire ou économique, elle peut être culturelle. Et ça, c'est très important de le savoir. On le dit très souvent, la culture, il faut revenir à la culture, il faut et puis après, dès qu'on met des moyens dans quelque chose, on les met dans l'économie, on les met dans l'armée, dans les trucs, on oublie la culture. Mais c'est une puissance, la culture. Donc ça, il faut vraiment se mettre ça en tête. Et il se trouve que dans le monde culturel, la majorité des structures, je ne dis pas en poids économique, la majorité en nombre des structures qui travaillent sur la question culturelle sont des structures de l'économie sociale et solidaire. C'est la grande majorité. Après, vous avez des grands groupes d'associations, beaucoup d'associations, des petites coopératives, et maintenant les entrepreneurs sociaux. C'est-à-dire que le monde culturel a son importance. En plus, le monde culturel, il nous apporte une approche du monde, même de l'économie. Oui. Je connais un à Dijon, c'est passionnant, c'est le monde culturel qui a... Je faisais allusion à une partie immeuble tout à l'heure, c'est un PDCE. Ils avaient des problèmes dans cet immeuble, ils ont fait venir des personnes du monde culturel pour les installer là. Ils ont réinventé la ville, mais des économistes, des sociologues, ils auraient théorisé sur l'affaire, enfin excusez-moi la caricature. Eux, ils sont venus, puis ils ont animé, ils ont fait des choses, et puis maintenant, il y a une crèche, donc c'est très intéressant. Alors d'abord, ils sont très nombreux. Ils ont une problématique, la problématique de tout le monde, c'est un modèle économique qui doit évoluer. Et ils sont pourtant, comment vous dire, enfermés pour certains dans cette idée de la culture qui se doit d'être financée par l'État et autres. Pour d'autres, enfermés, mais je dirais même dans leur lieu, sur leur monde culturel, alors que tout devrait pousser la culture à s'ouvrir aux autres
à imaginer des tiers-lieux, à réinventer l'espace, à co-construire et leur modèle économique. Un théâtre, il n'a pas à être fermé toute la journée. Un théâtre, il devrait être ouvert toute la journée et être utilisé par d'autres quand il n'y a pas de répétition, quand il n'y a pas de... Voilà. Une association culturelle, elle devrait pouvoir travailler. Alors ils le font de plus en plus. Hein, ça. Et donc on travaille avec ce monde culturel sur et leur modèle économique, et cette question des tiers-lieux, et le fait pour infuser la culture dans tout. Par exemple, j'ai vu, je ne sais pas si vous le savez de plus en plus, mais on l'a vu dans le 14e, avec les grands voisins, maintenant, quand on a des projets immobiliers, on veut utiliser finalement les locaux, quand il y a 2-3 ans de projet, de travail, de projet, à faire autre chose. J'ai vu dernièrement un promoteur immobilier qui m'a dit, j'ai un château là qu'on va retaper, je voudrais mettre la culture là. Donc on va expérimenter là, c'est-à-dire voir, bon ben on va voir le lieu, qu'est-ce qu'on fait, comment on retravaille le projet, avec toutes les questions de qui va obtenir la valeur, enfin je ne vais pas tout de suite. Mais... Donc le monde culturel pour nous est incontournable, c'est une force, c'est important en France quand même le monde culturel, trop dénigré. Avec l'économie sociale et solidaire qui est extrêmement important. Donc c'est un chantier en soi. On est vraiment en train de travailler ce chantier. Ça fait un peu plus d'1 an. On a déjà dégagé des lignes de force sur un certain nombre de choses, mais on va avancer. Avec une problématique qu'on connaît bien nous dans le monde associatif, qui est celui des financements, qui, y compris pour la culture, se réduisent. Donc j'imagine que c'est un enjeu essentiel. Qui se réduisent. Donc le modèle économique, qui faisait allusion tout à l'heure, pour nous est un sujet incontournable si on veut parler de la culture. Comment on réinvente le modèle économique du monde culturel? Qu'est-ce qu'on entend par culture aussi? Alors, c'est la première question, mais on va en prendre plusieurs. Donc, alors, allez-y. Par exemple, si on prend le modèle du moulin à café, qui est un lieu associatif, je trouve que ce qui est intéressant, moi je trouve que c'est un centre culturel, le moulin à café, parce que la culture s'appuie sur le lien social. Pour moi, c'est ça la culture. Voilà, c'est faire du lien social, rien d'autre. Après, il y a toutes les modalités possibles, il y a tous les niveaux possibles, mais c'est très important. Alors, qu'appelle-t-on la culture? Deuxième question. Oui, justement. Oui, je voulais justement revenir au sens du mot culture. Au départ, la vie culturelle, c'est celle qui nous permet de comprendre les choses. C'est l'enseignement à l'école, et c'est ensuite tout ce avec quoi on se cultive. Et que ce ne soit pas une culture imposée d'en haut ou de l'extérieur, mais que ce soit une suscitation, pas bien dit, mais bon, à penser par soi-même et à imaginer, etc. Et c'est pour ça que j'en reviens à ma première intervention sur le sens de qu'est-ce que serait une vraie économie à côté d'une fausse. C'est d'abord une question de conception, ça. Et est-ce que, justement, de voir d'une manière simple les 3 critères d'une vraie entreprise, que ce soit une usine ou n'importe quoi, où des gens travaillent ensemble à faire quelque chose qui va être mis sur... qui va nourrir des consommateurs d'une manière ou d'une autre. Donc le premier critère, c'est que chacun travaille selon ce qu'il sait faire, selon ses attributions, selon ce qui est en lui et qui est utile aux autres. Le deuxième, qu'il y ait une collectivité qui décide de comment on organise. Et le troisième qui est on travaille en fonction du territoire, de comment est ce territoire et de ceux qui y habitent, c'est-à-dire qu'on décide avec des collectivités qui décident ensemble de qu'est-ce qu'on produit, quel prix on lui donne, etc. Ensemble avec consommateurs, entrepreneurs et transformateurs. Voilà. Est-ce que pour vous c'est juste ces 3 concepts essentiels pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans notre économie et la révolution qu'il faut faire comme il dit? Merci à vous. Alors encore 2 questions. Frédéric. Et derrière toi. À propos de la culture, et en parlant des 2 acceptions, au fond, du mot culture, c'est-à-dire la culture, ça peut être
un ensemble de valeurs, enfin du côté artistique pour simplifier, et la culture, ben, c'est aussi la culture de notre terre. Et alors, par rapport à cela, je voudrais faire référence à un texte magnifique du pape François, qui est Laudato Si. Laudato Si, c'est une des phrases de François d'Assise, et dans ce texte, il développe ce qu'il appelle la conversion écologique. Donc la conversion écologique, c'est une conversion intérieure, mais c'est une conversion aussi des relations que nous avons avec les autres et de la relation que nous avons avec la Terre, la planète Terre, notre maison commune à tous, les êtres humains, et si on y croit, bien sûr, la relation avec Dieu. Mais ce n'est pas ça le plus important. Donc cette conversion écologique met l'accent, au fond, sur cette culture humaine. C'est-à-dire que si on aborde la question de la transition énergétique en commençant par l'humain, c'est bien ce qui est en cause, la relation qu'on a avec la planète Terre, sur laquelle nous avons tous les pieds, et la relation aux autres. Et bien sûr, dans le domaine... Pardon. Oui. Bon, ben, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce que je viens de dire? Bon, voilà. C'est ma question. Et c'est l'importance de la culture, effectivement. Merci Frédéric. Je demande juste aux deux prochains intervenants de centrer leur question sur la culture, dans le sens action culturelle, parce que c'est la thématique de maintenant. Symphorien est un Bénin. Je suis membre d'une association Ensemble pour l'Afrique. J'ai eu dans le passé un professeur qui nous disait « La civilisation s'impose à vous, la culture c'est ce que l'on choisit ». Alors j'ai envie de dire très rapidement que j'ai choisi la culture de l'économie sociale et solidaire. Avec une ambition, c'est que je viens d'un continent, comme vous le savez, qui a des liens très forts avec le reste du monde et notamment avec l'Europe. Et je remercie encore une fois l'Université populaire d'avoir inscrit dans son cycle ce programme de l'économie sociale et solidaire. Mais j'avoue qu'à terme, parce que je ne peux pas ne pas poser le lien que je voudrais développer, innover dans cette relation de l'économie sociale avec le continent dont je suis issu. Donc, qu'est-ce qui s'exporte de l'économie sociale et solidaire en termes d'innovation vers les pays dits émergents ou en voie de développement? Voilà. Merci Symphorien. Donc, on gardera peut-être cette question pour la fin, parce qu'on ouvre. Annette. C'est quand même une question très générale, je vais essayer de faire très bref. J'aime beaucoup les services publics et je me pose la question, quand j'entends les revendications de l'économie sociale et solidaire, dans quelle mesure finalement les revendications et les domaines que l'ESS souhaite occuper, est-ce que ça ne peut pas servir d'alibi pour réduire les services publics? Merci pour vos questions. Alors, bon, comment est-ce qu'on organise tout ça? On commence par le culturel, et puis on en sort progressivement. On va faire ça. Moi aussi, j'ai une dernière question. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la poser, mais c'est encore plus large. Françoise. Non, mais sur la culture, je vois que la culture amène à parler de beaucoup de choses finalement, vous voyez. Hein. Bon, nous, ce qui nous intéressait, c'est le monde culturel, vous avez compris, on ne s'est pas intéressé à l'audiovisuel, aux grandes maisons d'édition, machin. Ce qui nous intéressait, c'est les acteurs culturels de terrain, les petites sociétés de théâtre, les MJC, voilà. C'est ça qui nous intéressait dans la culture. Alors après, en effet, la définition autour de ça, ils ont chacun la leur. Hein, mais comment aborder l'art, la connaissance, quelqu'un a dit ici, la compréhension des autres, le monde artistique, voilà, c'est tout ça la culture. Hein, comment
comprendre finalement la vie. Donc c'est ce périmètre-là qui nous a intéressés dans le monde culturel. Alors après, vous êtes parti sur plein de choses, et Madame, vous avez abordé, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, excusez-moi, mais on pourra en reparler ensemble. Vous avez abordé un point qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ensemble, à mon avis, c'est la question des échanges en circuit court. C'est-à-dire, comment, pas le circuit court tel qu'il est développé par les échanges économiques en circuit court, hein, c'est-à-dire comment, pas le circuit court tel qu'il est développé par le ministère de l'Agriculture, du producteur au consommateur, qui n'existe jamais, sauf dans les ANAP. Hein. Il y a toujours un transporteur, un transformateur, donc il y a rarement un seul intermédiaire. Mais comment finalement on peut réorganiser l'économie pour que tous ces intermédiaires soient bénéfiques à cet échange économique? Et c'est ça qui est important pour nous. C'est ce qu'on appelait les échanges économiques, les circuits courts économiques et solidaires. C'est valable dans l'alimentation, c'est valable dans la transition énergétique, c'est valable dans la santé, c'est valable. Donc comment on fait pour que ce lien social entre les acteurs, cette coopération, cette façon d'aborder l'économie sur le long terme, où chacun y apporte sa part et va pouvoir construire, souvent territorialement, mais c'est un circuit court de proximité, comme une valeur ajoutée dans l'échange économique. Voilà. Je ne développe pas, mais on pourra en reparler ensemble, il me semble ce que vous avez abordé. Et dans ces circuits courts, parce que nous ne sommes pas que sur la proximité, le numérique permet des circuits courts, et le commerce équitable permet des échanges nord-sud. Je ne vais pas répondre totalement à votre question, mais comme on revoit les échanges économiques finalement, et le commerce équitable a commencé à l'aborder, même si ça a été détourné par d'autres, mais comment on revoit les échanges nord-sud entre les acteurs de notre pays et le monde extérieur, pour que l'on retrouve cette transparence dans les échanges, une valeur ajoutée, une éthique, une équité, etc. Donc cette définition du circuit court que nous avons au labo de l'ESS, que je pourrais vous donner. Donc, qu'est-ce qu'on apporte à l'extérieur? Moi, je n'imagine pas aller apporter quelque chose, mais j'imagine bien quelque chose qui circule, c'est-à-dire que comment on organise les échanges entre nos deux mondes. Je ne sais pas si... Alors, les services publics et la Libye. Alors, les associations se posent souvent la question et disent, est-ce qu'on n'est pas la Libye finalement des pouvoirs publics? Est-ce qu'on n'est pas le pansement, hein, ou le truc qui fait qu'il n'y a pas la révolution? Je dirais qu'on se pose la question tout le temps. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on peut se dire, mais si je fais ça parce que l'État ne le fait pas, ou parce que le privé, et souvent l'ESS, ils sont ni privé ni État, ils sont entre les deux. Donc à chaque fois, on peut se dire, mais si je le fais, finalement, l'État ne le fait pas. Donc c'est valable aussi pour les pouvoirs publics, pour les services publics. Donc, c'est pas ma vision de l'économie sociale et solidaire. Ce serait regrettable, puisque je dirais on a plutôt tendance à soutenir les services publics, on travaille beaucoup avec d'ailleurs, donc ce serait totalement regrettable. Mais on ne va pas se flageller en se disant, chaque fois qu'on fait quelque chose, l'État va l'utiliser pour diminuer les services publics. Ce n'est pas du tout notre objectif. Nous, ce qu'on veut transformer, c'est l'économie. C'est la façon dont on aborde la question économique. Qu'elle soit plus territorialisée, que les citoyens puissent y investir, qu'il y ait une gouvernance partagée, que les profits soient remis réinvestis dans les projets. Donc voilà, c'est pas antinomique. Mais je comprends votre question, madame, hein, parce que c'est en effet, je dirais que le monde de l'économie sociale et solidaire, et spécifiquement le monde associatif, quelquefois se pose la question. Est-ce que finalement, je ne sais pas, le pansement, je sais pas, on n'utilise pas finalement pour ne pas faire. Les restos du cœur, quand ils ont été créés par Coluche, il a dit je fais ça pour qu'après l'État sache comment on fait. Alors, maintenant, c'est eux qui font. Le pire, c'est que si sous ce prétexte-là, on se disait on arrête de faire tout ce qu'on fait parce que c'est à l'État de le faire, c'est pas pour ça que l'État le ferait. Donc, est-ce que... Il est quelle heure? Ah, bah il est 28. Moi,
Françoise, j'ai juste une question. Et une dame qui voulait poser une question. Parce que ça ne rentrait pas dans les 4 thèmes. Très rapidement, quel est le positionnement du labo ESS dans l'activité de lobbying, etc., avec le MOVE, vous avez cité l'ADES, ou d'autres. Quel est le positionnement de votre cœur d'action? Et ensuite, sur les moyens techniques ou de relations, donc vous avez cité le numérique permet les circuits courts, le commerce équitable, les échanges d'ensuite, etc. J'ai bien aimé ça. Et ma question, c'est comment vous utilisez les réseaux sociaux? Quelle est votre philosophie de communication? Quelle est votre volonté ou stratégie d'utilisation des médias, Facebook, Twitter? Moi, personnellement, je vous ai connu sur Twitter. Et c'est pour ça que j'ai demandé à l'UP14 de faire un cycle sur le SS. C'est comme ça que c'est né. Et voilà, quelle est votre stratégie d'utilisation des réseaux ou de communication? Merci. Merci pour ces questions, parce que c'est vrai que je n'ai pas présenté le paysage de mais il me semble que peut-être que ça avait été fait avant. Nous, on a un think tank. Le MOVES, il défend les entrepreneurs sociaux. L'UDES, c'est le syndicat, c'est le MEDEF de l'ESS, si vous voulez, pour caricaturer. Après, vous avez ESS France, vous avez les CRES, il y a un certain nombre d'acteurs. Chacun a son rôle. Il y a ceux qui vont animer le terrain. L'UDES va nous défendre auprès du ministère de l'Emploi pour défendre un certain nombre de questions liées à l'emploi. Le MOVES va défendre sa façon d'aborder l'économie. On les connaît tous. Nous, Labo, on est inclusif comme la loi. C'est-à-dire qu'on travaille avec le MOVES, on travaille avec les mutuelles, on travaille avec les coopératives, donc on va travailler avec eux pour réfléchir de façon transversale, horizontale, des questions où souvent ils sont tous acteurs. Quand on parle de la transition, quand on parle des autres, il va y avoir des entrepreneurs sociaux, mais il y a des mutuelles qui vont s'y intéresser pour d'autres raisons, des coopératives, des associations, etc. Donc nous, notre rôle est plutôt d'être le lieu de réflexion de tout ce monde-là. Alors après, sur la stratégie de communication, vous l'avez vu sur Twitter, mais sur tous les autres modes, quand on n'a pas beaucoup de moyens, on communique. Donc nous communiquons beaucoup. Et on fait un gros travail de communication, y compris sur les réseaux sociaux, mais pas que. On a un newsletter, on fait des rencontres, donc on communique beaucoup. À tel point, quelquefois, on me demande combien on est au labo, est-ce que vous êtes 20, 30, parce qu'on est un peu partout, enfin, voilà, on communique beaucoup. On est 6. Donc, autant vous dire que c'est une petite structure, mais on fait travailler beaucoup de monde. 6, mais beaucoup de bénévoles. 6 jeunes. Voilà. 6 jeunes. Alors moi, je suis la vieille, et les autres, ce sont des jeunes. Les vieux éliminés. Et les éliminés, non, ils sont bénévoles. Mais donc, les vieux sont bénévoles. Ils sont bénévoles. Merci pour eux. Donc, c'est de l'humour. Moi, j'ai une équipe de jeunes. Comment? Non, c'était vraiment de l'humour. C'était de l'humour. C'était de l'humour. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une équipe de jeunes, c'est vrai, et les jeunes me challenge tout le temps, ils me titillent tout le temps là-dessus. Donc, on travaille avec beaucoup de monde, je vous l'ai dit, on a des groupes de travail, on fait travailler des acteurs de chaque sujet, des directeurs de centre de tous âges. On les fait venir, donc voilà. Donc on travaille avec beaucoup de monde. Le rôle finalement de l'équipe salariée, qu'on ne veut pas forcément trop gonfler, c'est d'animer ça, c'est d'organiser le fait qu'il y ait ces réunions aient lieu, qu'il y ait un président de séance qui connaisse le sujet. Par exemple, sur la transition énergétique, c'est Patrick Bem. Patrick Bem, il a créé Enercop, tout simplement. Il a créé et dirigé Enercop pendant des années. Donc c'est lui qui préside, qui suit notre dossier de transition énergétique. On travaille sur les territoires pionniers. Celle qui suit ça, c'est une ancienne déléguée interministérielle à l'économie sociale et solidaire. Celle qui préside notre dossier NFE et qui anime les choses, c'est une ancienne sénatrice et ancienne présidente du Comité national de l'insertion par l'activité économique, etc. Donc voilà, on a des acteurs finalement de l'ESS qui vont travailler avec nous sur l'ensemble des sujets, et énormément, des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent avec nous sur ces sujets. Et en termes de communication, vous retrouvez même certaines tribunes du labo de l'ESS sur mediatico.fr.
Un dernier mot, juste, donc pas de questions finalement, parce qu'il est temps de se quitter, mais il y a des élections européennes dans 6 semaines, et vous avez tout un travail que le labo de l'ESS est en train de conduire autour des élections européennes, donc je vous invite à aller regarder ce qu'ils font sur le sujet sur leur site. Merci beaucoup, Françoise Berland, vous pouvez l'applaudir. Merci à vous d'avoir suivi la séance de ce cycle le prochain cycle de l'Université populaire. Non, il n'est pas là. Donc le prochain cycle aura lieu à partir du 13 mai, et ça sera sur le théâtre d'aujourd'hui, et il aura lieu, et je pense qu'il n'y aura aucun problème de ça cette fois-ci, à la salle Victor Lyon, à la cité universitaire. Comme vous êtes inscrit sur les listes mail, on vous communiquera tout ça par mail.